Congo et son histoire. Nous allons pénétrer dans le cœur des vraies histoires du Congo. Le Congo du roi Léopold II et le Congo d'aujourd'hui. Tout a commencé il y a de cela plus d'un siècle. Les plus anciens habitants du pays, les chasseurs, cueilleurs pygmées et pygmoïdes, appartenant à divers clans, ont sillonné les vastes étendues des savanes dans les diverses directions entre les deux fleuves, le Lualaba, Tanganyika et le fleuve Congo. Sans se fixer définitivement et ne laissant aucune trace ni souvenir de leur passage dans la mémoire des peuples qui leur ont succédé. Nous allons pénétrer l'histoire de l'esclavagisme et de mains coupées. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. L'Européen est convaincu que le respect de la justice fait partie de son œuvre civilisatrice. Mais comment punir la faute quand certains affirment qu'en Afrique, la prison tue et que seul le fouet corrige? La chicotte restera longtemps un sujet de discussion. Mais la chicotte, c'était un air d'hippopotame. On était punis pour un vol, des blessures, toutes sortes de choses comme ça. Les Noirs, on les déshabillait, leur enlevait leurs culottes et on devait les frapper. Seulement, dès la première goutte de sang, ils devaient arrêter. Et les Noirs avaient trouvé un truc pour ça. C'est-à-dire qu'ils s'asseyaient pendant toute la nuit dans un bassin plein d'huile. Et leur peau était tellement fragile qu'au premier coup, ils avaient du sang qui sortait. Et comme ça, ils évitaient d'avoir trop de coups de chicotte. Des chicottes normales, même chez nous, dans nos familles, nous fouettons nos enfants. Les Africains tabassent, les maris africains tapent leurs femmes. Mais c'est connu de tous. Et ce sont des pratiques qui ne se faisaient pas en Europe. Mais ici, ils ont trouvé ça chez nous et ils ont commencé à, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il reçoit des chicottes, mais pour moi, je trouve que c'est normal. Quelque part, quand moi j'ai vu l'entrée de le musée Kabila est entré ici au Congo, l'ancien Zaïre, il a amené des soldats rwandais qui frappaient les gens. Quand les gens on lui disait de faire ça, ils s'en foutaient. Mais quand les fouets arrivaient, les gens appliquaient correctement. Donc moi j'avais trouvé que les fouets corrigeaient bien les Congolais qui les parlaient comme ça. Donc c'était bien d'utiliser les fouets, mais je ne pense pas que Léopold II a pu tuer tout le monde, tous les Congolais comme les gens le disent. C'était parfois bien mérité, hein, ces coups de chicotte, il faut le dire. D'ailleurs, c'était une punition des nègres eux-mêmes. Les Noirs utilisaient la chicotte pour punir leurs propres hommes, dans leur propre tribu, et même les enfants. Qui donnait la chicotte? La chicotte était donnée généralement par un soldat noir en général. Ils disaient les Congolais comme des esclaves. Bon,
dire peut-être, je crois que c'est pas utilisé, mais les faire travailler peut-être comme les esclaves. Bon, ça, je sais. Et il y avait aussi la chicotte, à l'époque. Ceux qui ne voulaient pas se soumettre aux Belges. Pour ça, il faut remonter très loin pour trouver ces mains coupées. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'exagération dans cette histoire-là. Parce que mon grand-père, lui, naturellement, quand il a été libéré, il n'est plus jamais retourné chez lui. Et on parle de gens de mains coupées, c'est à la forêt équatoriale, là où on exploitait le caoutchouc. Mais lui, il est resté à l'est. Il est resté tout d'abord à Kibanga, Mpala, et puis Kassongo. Et puis il est rentré à Kalemi, là où il a terminé sa vie. Et c'est là où moi je l'ai connu. Donc Léopold II n'a pas fait le commerce des esclaves. Il a juste utilisé les Congolais comme de main d'œuvre. Bon, si je vais voir dans l'optique qu'on amène Léopold II comme assassin, c'est dans le sens que c'est dans son règne qu'il y avait des habits de main coupées, comme les gens les expliquent. Bon, selon l'histoire, moi j'ai appris qu'il y avait des sociétés britanniques qui travaillaient dans les temps de Léopold II quand le Congo était sa propriété privée. Maboko hana kukata awa oyo bakata liboso kukata maboko awa mindelo ya caoutchouc bazali penza batu mabe nde mabe elutaki koluta mabe kokota na zamba bokoti na zamba te bokobika wapi eyali likambo monene bongo wana bazosenga bomemelaka bango caoutchouc ntango nyonso caoutchouc tomonaki mpasi mpenza. Un bilan humain, rien ne l'exprime mieux qu'un adage des gens de l'Équateur. Beto fait boler Iwo, le caoutchouc et la mort. Pour les histoires de mains coupées, nous savons tous bien qu'il y a toujours des habits. Il y a toujours des habits. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui règne, il y a toujours des gens qui commettent des forfaits au nom de celui qui est à la tête. Donc, comprenez que nous devons bien agir et mieux réfléchir encore. Si vous parlez de mains coupées, Léopold II, quand il est arrivé au Congo, il avait besoin de main d'œuvre. Mais si, imaginez qu'on coupait tout le monde. Si aujourd'hui je me réveillais, je n'ai pas la force de travailler, l'officier belge arrive, il prend le couteau ou soit sa machette, il coupe les mains. Je ne sais pas si demain, qui devrait travailler à la place. Parce que lui, il avait besoin de main d'œuvre. Si nous rentrons à l'histoire du chemin de fer au Katanga, il avait besoin des gens qui devraient faire ce travail. Mais imaginez que si une grande partie était coupée de main, on avait coupé les mains dans les temps, comme les gens le disent, les chemins de fer, qui devraient le faire? Parce que moi je vis que selon l'histoire, les ouvrages montrent que Léopold II, il a appelé aussi les Chinois au secours pour continuer le travail et pour donc pousser plus vite le travail des chemins de fer afin que Katanga soit relié à d'autres provinces. Donc, pour moi, je trouve que cette histoire-là de mains coupées, ce n'est pas fausse. Bien sûr, il y a eu des habits dans les temps, parce qu'il y avait des sociétés aussi qui travaillaient au Congo, aux Belges, dans les temps, qui sociétés exploitaient aussi des caoutchoucs. Et ces sociétés-là, on ne savait pas de quelle façon ils travaillaient. Peut-être c'est eux qui exerçaient ces pratiques-là de mains coupées, mais pas Léopold II en général. C'est exagéré. J'ai lu encore d'autres livres où on parle qu'on a minimisé certaines pandémies qu'il y avait à l'époque, qui ont fait des ravages aussi. La maladie du sommeil, entre autres. Il y avait une maladie qu'on appelait Kaputula.
Ça, c'est un de mes oncles qui me parlait de ça. Parce que j'ai un oncle qui a épousé une de mes tantes maternelles. Hein. Vous allez trouver son nom là-bas. Lui, il était original de l'Équateur. Il est arrivé certainement du temps de Léopold II à l'Est, à Calémie, au service d'un administrateur belge. Et lui, il ne nous a jamais parlé des histoires de couper le main. Bon, il y avait des abus, ça, c'est certain. Mais, écoutez, je vais vous raconter une histoire qui c'est pour vous montrer des abus, c'était individuel. Hein. À Calémie, il y avait un administrateur qu'on l'a même surnommé Bonambaya, tellement qu'il était méchant. Eh bien, ils avaient l'habitude de faire des tournées hein, dans les chefferies pour exiger les travaux donc, des champs. Ça, c'était obligatoire. Hein. Alors, une fois, il est parti de la ville donc, de Calémie pour aller au village de Chefumoni. Alors, il y avait un petit ruisseau qu'on appelait Kituku. Il n'y avait pas de pont. Les gens sautaient sur des pierres ou bien... Alors, il est passé, il a dit, bon, à mon prochain voyage, je voudrais qu'il y ait un pont ici, un petit pont. Moi, je ne sais pas sauter sur des branchages comme ça, comme vous le faites. Il est rentré et à son prochain tournée, il est passé là-bas, il n'y avait pas de pont. Il a fait venir le chef de village. Il n'a pas su s'expliquer, il a dit, allez, là. Il l'a couché et il a marché sur le chef. Et il a même piétiné son pied pour l'enfoncer dans la boue. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée à Calémie, que je connais, qui est authentique. Donc, vous voyez, ces gens-là se comportaient n'importe comment, hein? Un vrai conquérant. Et puis, la plupart de ces gens-là, comme mon père l'a dit, c'était des cache-coups qu'on envoyait. Et je parle encore d'un autre qui fait partie de ma famille aussi, un certain Makelele. Bon, Makelele, c'était son surnom. Là, il y a j'ai mes neveux qui portaient ce nom-là. Sinon, le nom réel de ce monsieur-là qui est venu ici comme agent territorial, même pas administrateur, tellement qu'il était foudjard, c'était de la famille noble du cardinal Le Mercier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. À l'époque, c'était la deuxième personnalité après le roi dans les protocoles. Le cardinal, le cardinal Le Mercier. Alors, le père de mon beau-frère, que vous allez trouver son histoire là-bas, c'était donc de la famille du cardinal Le Mercier, donc le cabinet noble. Parce que même en Europe, pour accéder au titre de monseigneur et surtout cardinal, on ne nommait pas n'importe qui, hein, depuis le Moyen-Âge, hein, jusqu'à une certaine époque. Hein. Je me rappelle ici à Lubumbashi, après la mort de monseigneur de Mtine, on avait nommé un autre évêque. Mais il y a un prêtre, Père Léon, j'oublie son nom de famille, qui lui était d'une famille noble, il n'a pas digéré qu'on nomme cet évêque-là parce que c'était d'une famille pauvre. Il est rentré en Europe. Ça s'est passé ici à Lubumbashi, avant l'indépendance. Donc, vous voyez, ce monsieur-là, c'était d'une famille noble. Alors, un membre de la famille, c'était vraiment un foudjard, je ne sais pas quel qualificatif lui donner. Et on l'a envoyé ici pour le punir. Mais c'était un type qui se comportait n'importe comment. Il n'obéissait à personne, même à ses supérieurs.
il ne nous a jamais parlé de ça. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo, c'est aussi le système des compagnies concessionnaires avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. C'était habile. C'est eux qui exigeaient les gens, qui enfermaient les gens. Par exemple, si tu ne travailles pas, on va couper les mains. Bon, c'était dans le règne de Léopold II. Ou sinon, ce n'est pas seulement lui, Léopold II, qui faisait ces choses, qui envoyait les Belges pour aller tuer les gens, couper les mains, séparer les femmes avec leurs maris, ainsi de suite. Pousser le mari à réaliser leur coton. Mais sinon, la chose que moi j'ai connue est que Léopold II voulait instaurer son système. Mais il y avait aussi des habits, un combat occidentaux, parce que le Congo était sa propriété privée. Comme il y avait des nations qui voulaient aussi le Congo, vu qu'il y avait trop de maladies, certaines nations avaient refusé de prendre la responsabilité ou soit décoloniser les pays. Donc Léopold II a mis sa cagnotte. Et il a envoyé des explorateurs, ils sont venus, ils ont vu les Congo, c'était beau, et quel que soit, il y avait des maladies par-ci par-là, il a fait à ce que le Congo devienne le Congo d'aujourd'hui. Le risque, l'aventure, le western, il en faudra du courage ou de l'inconscience pour entreprendre le fantastique voyage vers l'inconnu. Accompagnons ces pionniers dans leur découverte d'un monde fascinant dont ils n'ont pour la plupart aucune idée. Aujourd'hui, le Congo est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Léopold II. On peut dire les minéraux, mais aujourd'hui, si je dis dans le gouvernement qui vient d'y passer, je ne cite pas les noms, le gouvernement qui vient de passer, on avait un président. Il y a eu des abus dans son mandat. Est-ce que vous allez nous dire que c'était seulement lui qui voyait des gens de faire toutes les histoires qui se passaient dans l'Est, partout, au Kasaï? Est-ce que c'est lui qui tuait les gens? C'est lui qui donnait le monde? Non, moi je ne crois pas à ça. Donc selon moi, je dis ceci, Léopold II, on peut le qualifier comme on le dit, selon l'histoire, parce que ce n'est pas tout le monde qui croit à l'histoire. Mais de mon avis, moi je trouve que Léopold II, c'était un héros pour les Congolais. Il a construit ce Congo par ses propres moyens avant que le Congo devienne la propriété de la Belgique, pour que le Congo prenne aussi le chemin. C'est remarquable qu'après sa mort, une nouvelle image de Léopold II émerge et avec elle, une histoire entièrement remodelée. Dans cette nouvelle histoire, qui est patriotique, se trouvent mélangées 3 choses. Le roi Léopold II, devenu l'objet d'un véritable culte national. La Belgique en tant que nation, soudée derrière son roi. Et le Congo, devenu enfin une colonie de la Belgique.